Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui, comme Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Notre table ronde ce soir n'est malheureusement qu'une table de bistrot, puisque notre ami Lucien Alflands a dû rester à Liège auprès de son enfant un petit peu souffrant. On espère qu'il se rétablira très vite. Néanmoins, j'ai le plaisir d'être en tête-à-tête ce soir avec Manuelas. Manuelas, bonsoir. Salut Olivier. Ça va ? Très bien. Alors, nous avions inscrit à notre programme Here, le film de Robert Zemeckis, et puis aussi Blitz, le film de Steve McQueen. On avait aussi inscrit La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, mais que tu n'as pas vu, je pourrais en dire un petit mot. Et on a d'autres films qui ont été vus par une seule personne, dont on dira un petit mot en fin d'émission, donc restez bien ici jusqu'à la fin. Mais bon, on va commencer tout de suite en parlant de Here, le film de Robert Zemeckis. Hey, Dad. Like you to meet Margaret. Nice to meet you, Margaret. Nice to meet you, Mr. Young. Time sure does fly, doesn't it? Sure does. We lived here. Nous faut-il encore présenter Robert Zemeckis ? Né en 1952 à Chicago, puis étudiant à la UCLA, il est vite remarqué par Steven Spielberg et devient l'un des entertainers clés du cinéma US des années 80 et 90, auteur entre autres de Retour vers le futur en 85, Qui veut la peau de Roger Rabbit en 88 ou encore Forrest Gump en 94. Formaliste et technicien expérimentateur, son cinéma depuis le début des années 2000 a pris un virage de défricheur de nouvelles techniques comme la 3D ou la motion capture, et ce, avec des fortunes diverses. Citons quand même quelques réussites de ces dernières années, Flight en 2012 ou encore The Walk en 2015. Après deux commandes assez oubliables, le voici qui revient avec un film très personnel, Here, une adaptation de la bande dessinée de Richard Maguire parue en 2014, adaptation qu'il co-signe avec Eric Ross qui était déjà sur Forrest Gump notamment. L'histoire et le concept narratif du film sont intimement liés. Un seul cadre au cours de l'histoire avec un grand H et devant lequel se construisent progressivement une maison, un salon et des vies humaines, la vie, la mort, les joies, les peines, les unions, les séparations et beaucoup plus encore. Et tout ça dans le désordre. Et tout ça dans le désordre. Pour l'occasion, il renoue avec toute une partie de l'équipe de Forrest Gump, devant et derrière la caméra, Tom Hanks, Robin Wright, Alan Silvestri à la musique bien sûr, vu qu'il a fait quasiment tous ses films, et Don Burgess à la photo. Manu, qu'as-tu pensé de Here ? Comme tu l'as dit, après deux films assez impersonnels qui ont été Pinocchio et Sacrée Sorcière, on aurait pu un peu peut-être penser que Zemeckis était un peu rentré dans le rang après une décennie à défricher les bases du cinéma de demain avec la 3D ou le cinéma virtuel, avec notamment le Pôle Express, Beowulf ou Scrooge. Et donc c'est assez réjouissant justement de le voir revenir avec un projet qui est beaucoup plus personnel, ambitieux et assez poignant tel que Here. Parce qu'au-delà du tour de force technologique et narratif du film, l'idée est avant tout de raconter quelque chose d'infiniment petit, d'extrêmement intime et qui est vraiment spécifique au cinéma, à savoir le passage du temps, qui est quelque chose qui irrigue tout le cinéma de Zemeckis, en tout cas une grande partie de sa filmographie, que ce soit de Retour vers le futur à Contact et jusqu'à ce dernier film. Et c'est là que le travail, à mon sens, d'adaptation de Zemeckis vis-à-vis de la bande dessinée est passionnant. Parce que si effectivement il reprend le concept, on va dire, qui est d'un récit qui est composé de fragments d'histoire à travers les siècles qui sont observés en fait d'un seul et même angle de vue, le film va à mon sens beaucoup plus loin. Parce que tout d'abord, il procède à un changement majeur, c'est celui en fait de l'angle de la prise de vue. Dans la BD, en fait, Maguire avait fait le choix d'un angle de vue qui était centré sur un des coins du salon. Là, Zemeckis fait un autre choix, celui de reculer sa caméra pour laisser entrevoir tout le salon, de recentrer le cadre pour avoir à la fois le canapé et surtout la fenêtre dans la profondeur de champ, ce qui lui permet, au-delà même des transitions sous forme de cases qui sont héritées de la BD,
de travailler ce passage du temps et des époques successives par le prisme même en fait de son objectif du cinéma, et grâce à la profondeur de champ, de pouvoir composer des cadres qui vont aller du gros plan au plan large. Et ça, c'est vraiment toute l'importance, j'ai envie de dire, entre guillemets, de son travail, de son travail d'adaptation, c'est d'avoir su effectivement transposer avec les outils du cinéma cette histoire. Et d'une certaine manière, cette histoire est née dans la tête d'un dessinateur de BD. Je pense qu'elle était avant tout destinée à devenir une œuvre de cinéma. Parce que justement, ce travail du temps, contrairement à la BD, c'est vraiment l'essence même du cinéma. D'une certaine manière, en bande dessinée, le temps, c'est celui de la lecture. Et ce temps, il variera toujours d'un lecteur à un autre. Alors qu'au cinéma, c'est le réalisateur qui est le maître des horloges. Et donc, pour une œuvre qui, justement, traite de la dimension en fait, inéluctable du passage du temps, de l'effacement invisible de nos vies à travers le temps, d'une certaine manière, le cinéma est le meilleur outil pour raconter ce type d'histoire. Et je trouve à ce titre le travail d'adaptation de Zemeckis vertigineux. Parce qu'en reprenant en fait, à son compte cette idée d'un plan unique, il revisite aussi également tout un pan du cinéma, avec cette idée de vue unique qui était en fait celle des Frères Lumière. C'est assez intéressant justement de se rappeler que le terme employé par les Frères Lumière était justement celui de vue, avec toute la notion qu'il y a derrière justement de point de vue qu'on peut y rattacher. Et comment justement à partir de ça, Zemeckis va réaffirmer cette notion de point de vue comme essence même du cinéma, et comment en un seul plan de 2 heures, il arrive à te traduire et te faire ressentir autant de choses. 2 heures, non, je crois que ça dure dans les 1h45. Personnellement, j'en aurais bien repris 3 heures de plus. Je crois que j'aurais pu rester dans la salle vraiment très très longtemps et me faire mener par le bout du nez par Robert Zemeckis pour une très très longue durée, parce que moi j'ai aussi beaucoup aimé ce film, qui en fait, avec un principe somme toute relativement simple et a priori peut-être rebutant, ou en tout cas qu'on se dirait peut-être limité, va en fait constamment jouer avec, cette chronologie, jouer avec, comme tu l'as dit, la profondeur de champ, jouer avec toutes les formes d'apparition qui font que les espèces de traces du passé aussi parfois, qui sont... faut expliquer peut-être comment les scènes transitent en fait. Donc elles transitent toujours par des espèces de petits cadres qui arrivent dans l'écran et qui vont progressivement envahir le reste. C'est quelque chose l'image. qu'il emprunte à la bande dessinée, qui est un mode de narration de la bande dessinée. Une des grosses nuances entre la bande dessinée justement et le film sur cette utilisation, c'est que dans la bande dessinée, chaque fois, on était obligé de mentionner la date, l'époque de chaque case. Là, c'est quelque chose dont le film s'affranchit totalement. C'est vrai, mais il utilise quand même pas mal la photographie. Et puis ensuite, il y a aussi... Tu es aussi dans un imaginaire très américain. Et donc, du coup, il va y avoir une texture, les fringues, le mobilier, les événements qu'ils regardent, les Beatles à la télé, les choses que tu entends, la manière dont les gens sont habillés vont faire que tu vas te repérer extrêmement facilement en fait, dans ce récit, qui est somme toute relativement simple. En fait, c'est vraiment une vie simple de cette personne qui est donc interprétée par Tom Hanks, c'est vraiment le récit central. Et aussi, ce qui est assez inhabituel, c'est le fait que c'est un récit quand même extrêmement, quelque part, triste en fait, assez mélancolique. Zemeckis insiste beaucoup sur les choses que tu ne fais pas en fait, les choses que tu regrettes, les choses qui semblent d'une apparente futilité, qui restent finalement les souvenirs les plus vivaces, et le fait que tu peux très facilement, à coup de petits compromis, passer quelque part à côté d'une partie de ta vie, ne pas voir le temps passer. C'est un point de vue qui est assez triste et mélancolique, et auquel je ne m'attendais pas. Et, il y a l'idée de ce qu'on aimerait que les choses soient et ce qu'elles sont. Il y a des très belles scènes au moment de la naissance de leur fils. Il y a Tom Hanks qui s'approche de la fenêtre et qui montre la lune à son fils en lui disant... Il y a la lune là-haut, sa fille. Il y a la lune là-haut, et il y a aussi l'autre lune qui est celle du tableau, et cette vocation artistique auquel il va renoncer jusqu'à sa retraite, quoi. Très rapidement d'ailleurs, il va renoncer vraiment assez rapidement. Et alors là, la maestria de la mise en scène de Robert Zemeckis, c'est qu'il y a des décisions énormes qui sont prises et tu les comprends en un geste, en un mouvement, en une action. Il y a une espèce d'évidence aussi dans le récit
qui fait que il y a finalement assez peu d'éléments qui sont mis en place époque par époque, et donc du coup c'est vraiment assez facile de s'y retrouver et pour lui de narrer de manière vraiment extrêmement visuelle, et ce dont on le sait très 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 capable. Il y a aussi un côté extrêmement ludique dans la manière dont il entremêle toutes ces strates, toutes ces temporalités, comment il joue des entrées de chance qu'on va dévoiler à l'arrière-plan, comment en fait construire même un contre-champ au sein même du champ avec la scène du miroir, par exemple. Le film est assez dingue en fait dans la variété de propositions qu'il arrive à mettre en place avec justement seulement un seul point de vue. Ouais. Et jamais lassant en fait. Vraiment, on est voilà, sur le papier, ou quand on le dit comme ça, voilà, c'est un film en un cadre. Voilà, ça pourrait paraître rébarbatoire. Rédhibitoire, rébarbatif ou rédhibitoire. Mais en fait, voilà, c'est constamment ludique, constamment intéressant. Voilà, on est constamment en éveil. Et malgré le fait que finalement le récit reste assez simple, le seul écueil que j'aurais à la première vision, en tout cas, c'est que je trouve qu'il y a des choses dans ce récit qui finalement me semble plus accessoire. Tout ce qui est avec les Amérindiens, avec Benjamin Franklin, avec la famille afro-américaine, c'est des choses que j'ai l'impression qui sont un peu empruntées, qui sont un peu voilà, pour remettre la dimension historique dans le film, pour inclure vraiment cette strate d'Americana avec la famille afro-américaine, etc. Maintenant, je ne dis pas que le plan final n'est pas si percutant et si gonflé de sens, dû au fait qu'il y ait justement ces strates-là qui de prime abord, parasitent un petit peu ma lecture, quoi. Oui, des critiques négatives sur le film ont pointé le côté justement peut-être d'Americana, de côté très image d'Épinal du film, mais justement c'est en partie ce que recherche Zemeckis, donc je trouve que c'est pour moi une critique un peu non avenue, en tout cas qui botte en touche, parce que justement c'est le propos du film de questionner justement cette image un peu d'Épinal et de justement déceler tout ce qu'il y a de fracturé. Le film est justement, comme souvent chez Zemeckis, c'est des films beaucoup plus cruels, beaucoup plus mélancoliques que la première image qu'il donne à voir. La récurrence des problématiques liées à l'alcoolisme dans les films de Zemeckis. Déjà, la mère de Marty McFly était déjà alcoolique. Voilà. Il y a quand même tout un continuum dans le cinéma de Zemeckis qui est, je pense, un cinéaste assez mal compris, entre guillemets, qui est souvent vu comme une sorte de Capra moderne, alors que je pense qu'il recèle en lui une noirceur qui n'est pas celle du cinéma de Capra, en fait. C'est un cinéma beaucoup plus désenchanté. Je suis d'accord avec ça. Il y a beaucoup de personnes, enfin j'ai pu lire des commentaires sur IR qui le comparaient à La vie est belle de Capra. Moi je trouve vraiment pas du tout. C'est vraiment un film qui te laisse sur une note un peu voilà, désabusée, mélancolique, mais qui en même temps t'encourage à aller de l'avant. Donc c'est pas non plus le film où on sort en décidant de broyer du noir pendant 3 mois après ça, quoi. Et ce qui est bien, c'est bon, là pour le coup, vous le savez, on spoil de toute façon dans l'émission. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être le seul spoil qu'on peut faire du film, mais qui je pense intéressant, c'est un spoil de cinéma. C'est qu'à un moment il va déroger à la fixité de son plan dans la toute fin du film. Et c'est peut-être un des moments les plus poignants du film, qui est ce moment où un des personnages se rappelle, entre guillemets, qu'elle a été là à un moment, qu'elle a ces souvenirs-là, alors qu'elle n'a cessé tout au long du film, ce personnage-là, d'essayer de fuir cet endroit-là. C'est le personnage dans le couple entre Tom Hanks et Robin Wright qui va chercher justement à sortir de ce cadre. Extraire, ouais. Et qui au final, le seul souvenir qu'elle va avoir de sa vie, c'est d'avoir été là à un moment. Et justement, tu as ce moment d'émotion qui est vraiment peut-être le moment le plus fort du film en termes d'acmé émotionnel. C'est justement quand la caméra s'avance avec le personnage d'une certaine manière, en épousant son point de vue. Et c'est assez beau d'une certaine manière de te dire que c'est juste par un mouvement de caméra presque, uniquement par ce déclenchement tout d'un coup d'où on sort de l'inertie de ce plan unique. De ce plan unique, et tout d'un coup l'émotion jaillit, quoi. Ouais, l'émotion elle peut jaillir aussi quand même pas mal avant. Et il y a quand même... Oui, mais pas dans ce degré-là, pas sur ce registre-là, à mon sens. De manière plus dramaturgique, on va dire. Mais après, ce plan final, il a plusieurs
Strat aussi lui-même, puisque voilà, on va sortir de la maison, on va s'élever, on va avoir un plan final qui montre quelque part ouais, t'en as parlé, la futilité, ou en tout cas la petitesse de tout ce qu'on a vu qui était si important pour les personnes qui le vivaient au moment où elles le vivaient, qui d'un coup est ramené à voilà, au fait que finalement ce soit extrêmement éphémère. Donc ça reste voilà, un plan quand même un peu voilà, qui en effet embrasse quelque part une forme d'émotion, une forme de tiens, je change de point de vue aussi sur ce lieu que j'ai habité, je change de vue là-dessus, mais après Robert Zemeckis reprend les rênes et refait le point final à son film qui reste quand même assez gorgé de mélancolie, quoi. Voilà, donc un film qui est mal sorti malheureusement, avec une campagne promotionnelle absolument inexistante. Ouais, on en parlait en milieu d'année avec la sortie du George Miller. Pour moi, c'est à une différente échelle, mais c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment, une problématique de vendre les films. Furiosa a, je pense, essuyé une des problématiques qui était de vendre le film comme un Mad Max Furiosa Fury bis. Road 2. Là, essayer de vendre l'équipe de Forrest Gump sur Earth est un contresens, parce que c'est un film qui est presque antinomique vis-à-vis de Forrest Gump. Là où Forrest Gump explore toute l'Amérique, un personnage qui va naviguer à travers toute l'Amérique, là on reste coincé dans un salon, donc on n'est pas du tout dans la même vision de l'Amérique, en fait, d'une certaine manière, et donc de projeter ça entre guillemets comme attente sur le film, je pense ne peut que le desservir. Forrest Gump était surtout un film où c'était un type qui avait un destin extraordinaire quelque part malgré lui. Là, ce sont plutôt des gens qui voudraient avoir des destins extraordinaires, qui ont des destins extrêmement ordinaires finalement. Ouais, il y a ce problème de le vendre comme ça. Il y a aussi le fait de le sortir complètement à la sauvette, parce que les premières rumeurs sont pas très bonnes et qu'on taxe le film donc d'images d'Épinal, de simplicité, de trop de simplicité, de trop de clichés, ce qui est complètement... Enfin, c'est une histoire simple, mais elle est racontée de manière brillante, et c'est une histoire simple qui évoque des choses extrêmement profondes et importantes. Donc voilà, je vois pas vraiment pourquoi on peut porter cet écueil au film. Soit on enchaîne. On enchaîne donc sur l'autre film que nous avons vu tous les deux, qui est le Blitz de Steve McQueen. What is your name? George. So how the hell did you end up here? My mom sent me away. She did it to keep you safe. Alors, sur le film de Steve McQueen, je vais commencer par piéger Manu. Manu, comment s'appelle l'actrice principale du film de Steve McQueen ? Saoirse Ronan. Saoirse. Je pense qu'elle s'appelle Saoirse, mais je fais ça à l'oreille. Alors, on a parlé de lui pour Les Veuves en 2018, ou encore pour sa série Small Axe en 2020. L'auteur-réalisateur né en 69 à Londres, Steve McQueen se fait d'abord un nom dans le milieu de l'art contemporain avant de signer son premier long-métrage Hunger en 2008. Il revient cette fois-ci avec un drame historique se déroulant en 1941 lors des bombardements de Londres par les forces aériennes nazies. George est un petit garçon de 9 ans qui est envoyé par sa maman se réfugier dans la campagne anglaise. C'est ce qui est organisé par les autorités anglaises, en fait, qui prennent les enfants, ils évacuent les enfants de Londres en train pour les emmener à la campagne. Mais George, lui, ne l'entend pas de la sorte. Il veut regagner sa maman, saute du train et essaye de retrouver son foyer londonien. Écrit et réalisé par Steve McQueen lui-même, le film met en scène Elliot Heffernan dans le rôle de George et Saoirse Ronan dans le rôle de sa maman. Pour les rock addicts, on peut noter que le grand-père est interprété par Paul Weller du groupe The Jam. La photographie est de Yorick Le Sceau, français
ayant travaillé avec Olivier Assayas ou Claire Denis pour sa première collaboration avec Steve McQueen. Coproduit par Apple Studios, le film a connu une sortie en salle très limitée avant de débarquer en streaming sur Apple TV+, le 22 novembre dernier. Et c'est moi qui commence sur ce film. Alors, c'est un film bizarre. C'est le cas de dire. Alors, ce qui est très étrange, c'est que jusqu'à la dernière demi-heure, je dirais, j'ai trouvé le film est complètement dépourvu de toute tension dramatique. C'est-à-dire que je regardais les choses comme une espèce de diaporama et rien ne m'impliquait émotionnellement. J'étais vraiment extrêmement à distance émotionnellement du film. Je veux dire, en tout cas, de 90% des événements qui se passaient. Donc, très vite, le film va se déployer sur une espèce de montage alterné entre des séquences qui mettent en scène la maman et des séquences qui mettent en scène George. Ils sont donc séparés. George, il a quand même une épopée. Il saute d'un train, il va rencontrer des gens qu'il va perdre, auxquels il va s'attacher, des gentils, des méchants. C'est une espèce de grande aventure, de grande épopée. Et tout ceci... Il y a un côté Charles Dickens dedans. Oui, tout à fait, il y a un côté Dickens à crever. Et tout ceci est extrêmement dévitalisé. Moi, j'ai trouvé qu'on ne s'attachait finalement à aucun des personnages secondaires vraiment. Donc, il n'y avait pas vraiment le temps de construire des relations, de construire des choses qui soient fortes émotionnellement. Est-ce que tu t'attaches aux personnages principaux ? Ben non, tu t'attaches pas spécialement aux personnages principaux parce que, en fait, on a l'impression que c'est un film qui hésite constamment entre cette volonté de faire soit un film qui serait l'épopée du fils, soit cette espèce de truc en montage alterné qui fonctionne pas très bien, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi une autre volonté qui serait de faire une espèce de film choral, un peu altmanien, je vais dire, sur le Blitz, parce qu'il y a énormément de personnages secondaires, genre il y a même de personnages qu'on pourrait dire tertiaires. Il y a ce syndicaliste nain, il y a le fait qu'à un moment Steve McQueen va faire toute une très très longue séquence dans un club, dans une espèce de discothèque, enfin voilà, je sais pas comment on dit, un dancing à l'époque, avant de nous figurer le fait que cet endroit soit bombardé, mais il nous présente ce lieu de manière extrêmement longue. Avec en plus pour moi une problématique de manque de clarté. Parce que cette séquence-là fait écho à une séquence de flashback avec Saoirse Ronan et son mari, et le papa de George. Le papa de George. Et quand tu revois cette séquence-là, tu t'interroges si c'est aussi un flashback, est-ce que c'est le père de George qu'on revoit, etc. Quelle est la dimension ? Et donc, il y a quand même des problématiques souvent d'articulation entre le présent et le passé, de lien entre les séquences qui se posent. Et c'est typiquement une des séquences qui m'a vraiment posé problème. Ouais, et qui est complètement dépourvu, qui pourrait faire un clin d'œil au fameux plan séquence des affranchis quand ils rentrent dans le club, qui passent dans les cuisines, etc. Mais qui est complètement dépourvu de points d'ancrage émotionnel. Donc tu sais pas, même si tu n'as pas d'affect pour les personnages principaux, cette scène en est dépourvue. Donc tu as cette espèce de très très long plan séquence qui te présente ce club sans que tu comprennes vraiment, alors qu'on est aux 2/3 du film. Donc, voilà, et tu comprends pas vraiment pourquoi on te montre ça, ni dans quelle temporalité, en effet, on te le montre. Donc voilà, il y a cette espèce de volonté de faire un truc qui soit beaucoup plus ample, qui soit beaucoup plus, une espèce de point de vue éclaté sur Londres au temps du Blitz. Mais ça, j'ai l'impression que quelque part, c'est peut-être tombé dans les oubliettes au montage, ou pas vraiment assumé, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout. Ensuite, je trouve que la reconstitution fonctionne moyennement. Je trouve qu'il y a des moments où ça fonctionne, c'est sur l'énergie. Steve McQueen, il sait faire. Les scènes de danse, la première scène de dancing avec Saoirse Ronan, on a l'énergie, on est dedans, on croit à la reconstitution. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui se passe. La scène d'intro... De l'incendie, ouais, vraiment bien. La scène d'intro de l'incendie est vraiment chouette aussi, parce que là, pour le coup, on rentre dans le film, il y a un côté violent, il y a un côté sec, avec ce type qui se prend la lance à incendie en pleine gueule et tout. Enfin... Voilà, il y a des choses qui se passent dans ces scènes-là, mais alors après, il y a vraiment énormément de scènes où l'électroencéphalogramme reste vraiment plat. Mais c'est surtout qu'en fait, tu prends chaque scène individuellement, je les trouve assez chouettes en fait. Le problème, c'est qu'elles connectent rarement entre elles, et donc elles n'aboutissent pas à un chemin progressif émotionnel qui t'amènerait, tu vois, à vraiment une apogée émotionnelle à un moment dans le film, ou même de comprendre, entre guillemets, de quel point de vue on te raconte cette histoire-là. Si je dois m'attacher peut-être plus à l'enfant, plus à sa mère. Bon, il y a un souci, je pense aussi d'ancrage, c'est que le jeune gamin est assez inexpressif. Je trouve c'est vrai qu'il est pas terrible. Il y a un gros déficit.
Ce qui fait que plein de scènes qui pourraient être assez fortes, notamment l'observation du monde des adultes par un enfant, avec notamment quand il se fait littéralement embrigader, séquestrer par on va dire, des trousseurs. Des profiteurs de guerre, quoi. Ça pourrait amener à des séquences vraiment de tension un peu cauchemardesques. Tu sens que le décorum est là. Il y a des belles idées de la maison qui est en ruine, qui risque de s'effondrer sur lui. Et on l'utilise parce qu'il est le seul gamin qui peut passer pour pénétrer, voler des bijoux. Chaque fois, c'est je trouve des chouettes idées, en fait, mais qui sont jamais déployées d'un point de vue émotionnel, en fait. Et donc, ça fait un beau chromo, j'ai envie de dire, mais ça ne me renseigne pas, entre guillemets, sur ce que pouvaient vivre les gens à cette époque-là. Cette séparation, la douleur de cette séparation, de cette mère qui se retrouve à amener son fils à la gare, à lui mentir d'une certaine manière. Et je trouve qu'elle est très peu incarnée, donc ce qui fait que le fait que le gamin se froisse avec sa mère au moment du départ a peu d'incidence sur le reste du récit. Le fait un prétexte, d'une certaine manière, il en sort très rapidement du train, etc. Tout, effectivement, est au même niveau, ce qui fait qu'une séquence comme la mort d'un enfant dans une gare a aussi peu d'impact émotionnel, alors qu'elle devrait être dévastatrice, tu vois. Or, je pense que c'est dû à la problématique de l'interprétation du gamin et du mauvais choix de cast, mais on ne peut pas juste tout mettre sur les épaules de ce gamin dans le déficit émotionnel du film. Je pense que c'est parce que le film ne cesse d'être assez peu clair dans les intentions qu'il a et dans le point de vue qu'il adopte. En fait, d'une certaine manière, on parlait justement chez Zemeckis de l'importance du point de vue et de ce point de vue unique. Là, il est trop éclaté, ou peut-être pas assez, parce qu'en fait, d'une certaine manière, tu te dis qu'il y a une volonté, d'une certaine manière, d'en faire un film choral, mais en fait, il n'est quand même qu'articulé qu'autour de la fille et de ce garçon. Tu as peut-être le soldat, à un moment, qui est peut-être le personnage le plus développé, qui va accompagner... Le soldat nigérian. Mais il y a encore, c'est une... C'est une parenthèse, quoi. C'est une parenthèse et c'est presque un pur personnage de cinéma. C'est un personnage qui n'existe pas en tant que tel. C'est presque une allégorie plus qu'autre chose, ce personnage. Bah ouais, d'ailleurs, ce qui se passe avec lui et sa grande litanie pour que les Indiens et les Anglais puissent être ensemble en bas dans l'abri, tout ça, ça fait extrêmement fabriqué, quoi. Tout est extrêmement fabriqué. C'est un récit qui est très forcé comme ça et qui va chercher des images assez lourdes, en fait. C'est un récit qui est assez lourd, en fait, de sens dans ses intentions vraiment de voilà, il faut vivre ensemble, il faut faire communauté, faut être ensemble contre l'ennemi, machin. Il est assez lourd et il y a plein de personnages parasites. Le personnage qui est interprété par ce gars qu'on avait vu dans Triangle of Sadness, là, le soldat qui a plus ou moins, on imagine, qui a eu une espèce d'amourette avec Saoirse Ronan, qui est complètement aussi sous-développé. On n'a aucun affect avec ce personnage. D'ailleurs, tu me regardes avec des grands yeux, je crois que tu l'as oublié. Oui, le personnage je vois très bien. C'est un truc, un des aspects très intrigants du film. Tu as l'impression qu'il y a un aspect du film qui est tombé au montage autour de ce personnage-là, quoi. C'est très, très bizarre. En plus, même qu'il ne revienne pas dans le dernier... la résolution. Dans la résolution du film, qui n'est pas du tout sa place, c'est aussi assez étonnant, quoi, tu vois. Donc, il est amené à l'accompagner lors de cette nuit où elle part à la recherche de lui, mais en fait, de recherche, il en est assez peu question, quoi. Oui. Il y a toute cette histoire aussi des filles à l'usine. Toute cette vie sous le Blitz, les filles qui bossent, qui trompent leur mari, qui sont à la guerre, qui s'amusent, qui ont une espèce de nouvelle indépendance comme ça. C'est des pistes qui sont lancées dans le film, mais qui sont jamais développées. Le temps de 2 minutes, 3 minutes, et que ça n'aboutit nulle part, en fait. Et c'est assez étonnant, cette forme-là, parce qu'on avait beaucoup apprécié, justement, sa série Smolax. Et d'une certaine manière, tu te poses la question si, en fait, il n'aurait été pas plus judicieux pour ce film-là de se déployer sous une forme sérielle.
Parce que d'une certaine manière, c'est très bizarre, parce que Les Veuves était une série télé qu'il a ramassée en film. Et pour le coup, je trouve qu'il y avait vraiment une efficacité dans la manière de brosser les personnages en très peu de temps, de te rendre crédible des personnages sur très peu d'éléments. Il y avait vraiment une efficacité narrative. Le projet Small Axe c'était tout autre, c'était une manière de sculpter une période de l'Angleterre avec des récits pluriels, en questionnant la police, en questionnant la justice, les mouvements sociaux, l'école. Et là, tu te dis, d'une certaine manière, dans le Blitz, ça aurait peut-être été une des pistes, justement, de raconter ce Blitz de manière plurielle, mais c'est trop déconstruit. Ça fonctionne pas du tout sur un plan émotionnel. Je suis bien d'accord. Eh bien, Manu, sur ces entrefaites, je propose qu'on passe à une longue phase de conseils, puisque nous avons plusieurs films dont nous voulons encore vous parler. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Très bien, alors, nous avions aussi inscrit au programme La plus précieuse des marchandises, le film de Michel Hazanavicius, que Lucien avait vu et que j'ai vu cet après-midi. Donc je peux vous en faire un retour rapide, même si j'ai pas énormément de recul dessus. Alors, que dire sur ce film ? Le récit comme l'animation du film est extrêmement simple et extrêmement dépouillé. Moi, je trouve que cette animation... Tu peux peut-être rappeler un tout petit peu ce qu'est le film, Olivier ? Tu as raison. Donc c'est le nouveau film de Michel Hazanavicius, qui est donc un film d'animation et qui est une adaptation d'un conte qui avait été écrit par l'écrivain et dramaturge français Jean-Claude Grumberg en 2018. Et qui a pour particularité de reprendre chaque fois des dessins qui sont des dessins d'Hazanavicius, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est qu'on lui a proposé d'adapter ce conte. Il a longuement réfléchi parce que lui-même étant d'une famille juive qui a subi ces événements, il n'était pas sûr de vouloir le faire. Mais voilà, sous cette forme-là de conte en animation, et finalement il s'y est lancé dedans. Tu veux dire que les OSS étaient des films politiques en fait ? N'importe quoi. Et lui, en fait, il a fait une école d'art, Michel Hazanavicius, et donc c'est lui qui a fait le character design des personnages. Donc c'est lui qui a fait les premières esquisses, etc., avant que ça soit animé. Et c'est assez étrange parce que moi, j'ai pas été super séduit parce qu'il y a aussi un côté rotoscopie comme ça. Autant dans les décors, je trouve qu'il y a des choses. Certains personnages, je les achète, mais ceux qui prennent le plus de distance en fait avec la réalité. Donc c'est l'histoire de deux bûcherons très pauvres qui habitent en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale et leur vie est rythmée par le bruit des trains qui vont vers les camps d'extermination. Et en gros, un jour, la dame bûcheronne trouve un bébé qui a été jeté d'un train. Et elle décide de l'adopter. Donc voilà, j'ai parlé de mon côté un peu ambivalent par rapport à l'animation. Dramatiquement, j'aime plutôt vraiment bien toute cette partie qui laisse l'horreur des camps hors champ, très loin. Toute cette partie qui se passe dans la campagne, extrêmement simple, extrêmement dépouillée, avec très peu de personnages, très peu d'enjeux narratifs. Après, au bout de la moitié du film, Hazanavicius se met à explorer une autre piste narrative et se met à les entremêler les deux, qui fait beaucoup plus appel à toutes les images qu'on a pu avoir des camps d'Auschwitz, etc. Et je suis moins séduit par cette partie... Enfin, séduit, c'est un drôle de mot pour dire ça, mais voilà, j'accroche moins à cette partie-là et à chaque fois, je regrette de ne pas être resté uniquement avec cette famille de bûcherons, quoi. Mais voilà, comme je disais, c'est extrêmement dépouillé. Et s'il avait gardé que ça n'aurait fait qu'un moyen métrage, en fait. Donc voilà, je suis assez partagé sur le film. Manu, de quoi tu as envie de nous parler ? J'ai deux petits conseils, deux petites séries B qui sont sorties en catimini sur des plateformes de VOD. Le premier film, c'est Tigre et Hyène de Jérémy Guez, dont on avait déjà parlé avec son film Son of Philadelphia, qui était son film américain avec Joel Kinnaman et Matthias Schoenaerts, qui était sorti juste après la réouverture des salles post-Covid, donc je crois en 2020, et qui depuis a quand même déjà réalisé deux autres films, Canoun, qui est sorti en 2022, et donc ce film-ci, Tigre et Hyène, et l'intégralité de sa série pour Canal+, BRI.
Donc voilà, c'est un Tigrayenne, c'est un film de casse qui a pour particularité de comporter 2 casses en fait en un. Le premier casse, le casse le plus classique, est celui d'un, on va dire assez simplement d'un braquage de fourgon. Là où le deuxième est le braquage d'une salle d'audience pour libérer un comparse. C'est un pitch de série B assez classique, mais que Jérémy Guez revisite de l'intérieur en mettant plus l'accent sur l'esprit de camaraderie qui anime ces personnages-là, l'excitation qu'ils ont d'aller au combat, d'aller au braco. C'est aussi son film le plus ample, avec une plus grande galerie de personnages. On a notamment Wael Sersoup qui était déjà dans le Canoun et qui est aussi dans la série BRI, mais aussi le rappeur Sofiane, qui est pour moi en tout cas une vraie révélation, qui a une maîtrise à la fois de son phrasé, sa gestuelle, de son corps assez étonnante. Et c'est aussi un film qui ménage cette jeune garde du cinéma français et une plus vieille garde avec Vincent Pérez, Olivier Martinez. Olivier Martinez, moi que j'avais un peu perdu de vue, j'avoue, depuis son rôle de jeune premier dans Le Hussard sur le toit, et qui là, avec le passage des années, a eu une gueule un peu burinée qui apporte beaucoup au personnage. Donc voilà, c'était ma toute petite reco dans le domaine du cinéma français. Ok. Eh bien, avant que tu enchaînes sur ton deuxième film que tu conseilles ou déconseilles, moi je vais donc aussi vous parler d'un film que j'ai vu qui sort le 1er janvier. Et donc c'est le Bird de Andrea Arnold, la réalisatrice chérie de Manu. Madame Autofocus. Ouais, c'est ça. Donc moi, personnellement, j'aimais beaucoup même, en fait, tous les films, à part, j'ai pas vu Cow, mais bon, de Red Road, Fish Tank, et surtout Léo de Hurlevent et American Honey, c'était des films que j'avais beaucoup aimés. Donc je suis allé voir Bird, son nouveau film, au Festival de Gand il y a quelques semaines. Et c'est terrible, comme c'est un gros ratage. Ça fait vraiment de la peine de voir ça. Donc l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une gamine qui doit avoir 11-12 ans, qui vit dans un squat avec son papa, qui est interprété par Barry Keoghan. Keoghan, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, c'est le jour des acteurs et des actrices au nom imprononçable. Voilà, qui jouait notamment dans le Banshees of Inisherin. Bref, et qui jouait dans... Tu peux le refaire, le Banshee, ouais. Banshees of Inisherin. Bref, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle pas Bird et qui vit dans un squat avec son papa, qui est joué par Barry Keoghan. Et alors qu'elle le fuit et qu'elle essaye de plus ou moins participer à un casse avec son demi-frère, elle le fuit, elle dort dans un champ, et là elle rencontre un gars qui a l'air un peu lunaire, une espèce d'ermite un peu lunaire, qui est interprété par Frank Rogowski. Voilà. Alors c'est terriblement mal écrit, c'est terriblement mal filmé, c'est-à-dire que là, en fait, tout ce qui était de l'ordre du funambule dans le cinéma de Andrea Arnold et qu'elle réussissait avant, je trouve... Tu trouvais qu'elle réussissait ? Voilà. Et ici, je trouve que tout est raté. Donc, les prises de vue sont vraiment très pénibles. C'est tellement shaky cam que ça te sort littéralement très fréquemment du récit. Ça te donne même mal à la tête, en fait, de regarder ce film régulièrement. Moi, c'était ce qui m'avait sorti sur le American Honey. C'est vraiment ça qui m'avait sorti régulièrement, à plusieurs moments, de voir le travail de la caméra et pas dans le bon sens du terme, quoi, en fait. Et ben là, c'est pire, nettement pire. Enfin, je trouvais que dans American Honey, c'était porté par l'énergie de la mise en scène, l'énergie des acteurs, l'énergie de ce qui se passait à l'écran. Là, il y a vraiment une antinomie, en fait, parce qu'en fait, tu n'achètes pas du tout son récit, tu n'achètes pas du tout les différents personnages et ce qui se passe dans son récit. En plus, il y a une espèce je dirais de poverty porn comme ça, vraiment elle en rajoute sur le côté carmonde anglais, dégueulasse, enfin voilà, la fille rentre chez sa mère, il y a des mecs qui squattent en bas, c'est limite si quand elle rentre t'as pas des types qui sont en train de se shooter, enfin c'est vraiment une espèce de... C'est un film d'Alan Parker shooté par Paul Greengrass, c'est ça? Plus ou moins, ouais. Et alors aussi toutes les métaphores animales qui fonctionnaient super bien dans American Honey, ici tout tombe super fort à plat. Et jusqu'à une intervention du fantastique qui est vraiment tirée d'un chapeau, Deus Ex Machina à crever, enfin, rien ne fonctionne dans ce film, c'est vraiment un échec. Et je crois qu'elle le sait. Donc c'est bien pour la suite. C'est parce que tu lui as dit, c'est ça. Ah ouais, je lui ai envoyé une longue lettre pour lui expliquer. Donc voilà, le nouveau film de Andrea Arnold est une impasse, et donc vous pouvez vous faire votre avis par vous-même si vous le souhaitez. T'as vu un dernier film, Manu ? Mon deuxième conseil, c'est aussi un film de casse d'une certaine manière, mais plus sur le registre de la comédie, tel que le pratiquaient les frères Cohen à une certaine époque.
C'est Brother, un film de Max Barbaco dont on avait déjà parlé avec Palm Springs il y a quelques années. C'est l'histoire de 2 braqueurs, 2 frangins pieds nickelés, interprétés par Josh Brolin et Peter Dinklage, qui se réunissent pour un dernier coup après s'être perdus de vue pendant de longues années. Tout l'intérêt du film ne repose pas forcément dans la somme de ses rebondissements comiques, mais plus dans le portrait que Max Barbaco fait de ses personnages, avec une vraie tendresse pour ces personnages, une sorte de spleen, une forme de mélancolie qui était déjà à l'œuvre dans Palm Springs. Le film doit beaucoup à l'alchimie qui réunit Josh Brolin et Peter Dinklage. Donc voilà, si ça n'a pas suffisamment titillé votre fibre sensible, je peux juste dire qu'il y a une scène extrêmement tactile entre Josh Brolin et un chimpanzé. Donc voilà, si ça... Si vous avez aimé Max, mon amour. Ou Congo, voilà. Ok. Bon, très bien. Eh bien, voilà, Lucien, comme il nous a fait faux bon, il sera puni et il devra regarder The Substance en boucle avant la prochaine fois. Manu, une excellente fin d'année cinéphile à toi, puisque voilà, nous enregistrons quand même le 3 décembre, donc je pense qu'il y aura quand même quelques films qui sortent d'ici la fin de l'année. Ou est-ce qu'il n'y a pas le Nosferatu de ce bon vieux Robert Eggers? Il y a surtout Pushpa 2 qui sort très, très prochainement. Et il y a aussi le Mégalopolis de Francis Ford Coppola. Elle aurait pu nous en parler, Lucien, il l'a vu, je crois. Bon, soit, je te souhaite une bonne fin d'année cinéphile. On reviendra peut-être d'ici la fin de l'année, mais peut-être pas. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ah oui, mais j'ai oublié de te demander, Brothers, c'est sur quel... C'est sur Amazon Prime aussi. Amazon Prime, donc les 2 films dont tu as parlé. Donc Brothers de Max Barbaco et Tigre et Hyène de Jérémy Guez sont tous les deux sur... Et Blitz, c'est normal. Et Blitz. Voilà, on n'a pas de sponsor, mais bon. Voilà. Tout est sur Amazon Prime ce soir. Mais allez voir hier au cinéma tant qu'il est encore dans les salles. À très bientôt. Au revoir.